Il faut faire la différence, la distinction entre les actes des musulmans et l'islam. Les actes des musulmans sont guidés par l'islam, pas le contraire. On peut trouver quelqu'un qui est avec nous à la mosquée. Il est tout le temps à la mosquée. Il prie les prières obligatoires et surrogatoires. Il jeûne le jeûne obligatoire et surcroît. Il fait les pèlerinages en plusieurs reprises à la Mecque. Mais à l'extérieur de la mosquée, il fraude, il insulte, il a un mauvais comportement vis-à-vis d'autrui. Il ne faut pas compter ses actes sur l'islam ou à l'islam on dit voilà les musulmans juste parce qu'il est habillé comme un musulman, parce qu'il a une jubba comme moi ou parce qu'il a une barbe comme moi. Ça ne veut rien dire. Le fruit de la foi, c'est le bon comportement et l'éthique. Bon, je vais commencer déjà la visite par vous saluer avec la salutation de l'islam. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous savez comment les musulmans saluent? Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a une formule qu'ils répètent souvent. Salam alaikum. Très bien. Hein, c'est ce que les musulmans saluent avec cette formule. Donc, assalamu alaikum. Et dans cette formule, assalamu alaikum, il y a un mot qui revient, salam. Et salam en langue arabe veut dire la paix. Donc quand on dit nous, musulmans, à quelqu'un salam alaikum, ça veut dire que la paix soit avec vous. En 1983, j'avais reçu une délégation de Français musulmans. Tous les ans, pour le 2 novembre, le maire et les membres du conseil municipal organisaient une visite de ce cimetière de la Doua. Lorsque le 2 novembre 83, je me trouvais dans cet espace, toutes ces stèles sous lesquelles reposent nos frères musulmans, tombées au champ d'honneur pour que vive la France, compris qu'il était naturel de leur accorder un lieu de culte. La mosquée, elle a été construite il y a 20 ans, mais il y a 20 ans, est-ce qu'il y avait il y avait moins de musulmans ou pareil? Sûrement oui, il y a 20 ans, peut-être il n'y avait pas autant de musulmans qu'aujourd'hui. Et surtout, il y avait un manque de lieux de prière. Les musulmans, à l'époque, il y a 20 ans, ils priaient dans les caves, dans les hangars, dans la rue. D'ordinaire, la prière a lieu sur un terrain de rugby. Aujourd'hui, parce qu'il pleut pour la fête de l'Aïd, les musulmans lyonnais prient dans cette salle de sport. D'être ici, c'est une honte, c'est une humiliation. Depuis les années 70, lorsqu'il y a eu le regroupement familial, lorsque la loi autorisait les familles à se regrouper, c'est-à-dire aux parents à faire venir leurs enfants et leurs épouses, le problème de l'éducation et le problème de l'organisation du culte s'est posé. Pendant de longues années, ce sont notamment les églises qui nous ont prêté des salles, notamment à la Croix-Rousse, notamment à Oulin, notamment à Bron. C'est pas possible qu'ils prient dans des caves, dans des foyers Sonacotra, etc. Il faut qu'ils aient des lieux de prière qui soient dignes de ce nom. Donc à Lyon arrive ce projet d'une mosquée, la première grande mosquée après celle de Paris. Le projet naît dans les années 74. Donc à ce moment-là, l'archevêque de Lyon, c'est le cardinal Renard, et le cardinal Renard l'appuie profondément. Et donc lui, il s'engage véritablement sur ce sujet auprès de M. Pranel, qui alors est le maire de Lyon. Et puis on voit aussi que les Juifs s'y engagent. Au niveau de notre communauté juive, il n'y avait aucun problème. On trouvait tout à fait normal qu'il y ait des possibilités de construire des mosquées en France. On ne voyait même pas le problème, puisque nous sommes aussi une religion minoritaire, mais nous avons le droit d'exister. Nous considérions ça comme vraiment inacceptable. Mais au bout de très peu de temps, avec les 3e, 4e, 5e générations, aujourd'hui, il y a 5 ou 6 millions de musulmans en France. 4 millions, 5 millions sont nés en France. Ce sont des Français musulmans. Et ce sont ceux-là qui pouvaient faire bouger les choses. Nous étions d'abord, au départ, Kélif et moi, qui avons été à l'origine donc, de la mise en place de ces premières rencontres, de ces premières rencontres avec les autorités, avec les pouvoirs publics. La grande mosquée
est une mosquée de France. Ainsi, nous, musulmans, à côté de nos frères réunis dans la foi des fils d'Abraham, juifs et chrétiens, nous servirons Dieu en servant la France. Merci pour votre attention. Et ensuite, le professeur Lanèche est venu nous rejoindre. Je fais ce que mon cœur et mon cerveau me demandent de faire. Je le fais en tant que médecin. Je le fais en tant que musulman comme tout le monde. La mosquée, il a été conçu par deux architectes lyonnais, français, non musulmans. Par contre, dans leur conception, bien sûr, ils se sont inspirés des autres mosquées du monde musulman. C'est pour ça, dans notre mosquée ici à Lyon, on retrouve tous les éléments qu'on va trouver dans les autres mosquées du monde musulman. À savoir, qu'est-ce qu'on va trouver dans une mosquée? De l'extérieur déjà, comment on reconnaît une mosquée? Si nous voulons continuer le pradélisme, il va falloir continuer l'action qu'a menée Louis Pradel et essayer de faire aboutir les projets qu'il avait déjà dans ses tiroirs. Maintenant, mon ambition, moi, c'est surtout de faire de Lyon une ville vraiment internationale. Francis Collomb a eu le courage, en tant que maire de Lyon, de mettre ce dossier sur la table. Ce dossier aussi était porté par un certain nombre de ses adjoints. Et je veux penser aujourd'hui à André Soulier, qui était premier adjoint au maire. Un projet consistant à donner à certains de nos compatriotes un lieu non pas décent, mais remarquable nécessairement, pour qu'ils y proclament leur foi et exercent leur culte, était le minimum. Moi, j'arrive au conseil municipal en 1977. Et à cette époque, je fais la connaissance de ceux qui vont être les protagonistes de la construction de la grande mosquée, le professeur Lanèche, Rabat Khelif, Kamel Kaptan. Je me souviens, première réunion commission extra-municipale en 79, tout le monde est là et dit, bien évidemment, il faut qu'il y ait un lieu de culte digne. Alors, en 81, Giscard d'Estaing lance l'idée de la grande mosquée dans sa campagne électorale, et cette idée est ensuite reprise au niveau national par François Mitterrand lorsqu'il est élu président. Venez avancer. Il y a eu ce débat au conseil municipal où l'ensemble des élus, toutes tendances confondues, ont voté comme un seul homme pour la construction de cette mosquée. Je pense que c'était assez admirable de voir une ville comme Lyon se mobiliser pour aider la communauté musulmane. Et ce qui est vrai, et c'est ça, pour ça que je veux rendre hommage à mes collègues, qu'ils aient été socialistes, RPR à l'époque, UDF, comme beaucoup d'entre nous, à l'unanimité, nous avions décidé, et en 83, j'avais lancé dans une sorte d'exorde cet avertissement que pas une voix ne manque, sinon c'est nous qui aurons manqué à l'histoire. Ça veut dire que l'ensemble des forces républicaines s'étaient mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de faille dans cette volonté d'aller à la construction de la grande mosquée. Pour nous, toute la terre est un lieu de prière. Il suffit d'avoir juste un élément, un endroit propre et rechercher la direction de la Mecque et on peut faire nos prières. Oui? Qui étaient les opposants à la construction de cette mosquée? Vous pensez que vous pourrez faire plier la municipalité? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est nous les contribuables. On ne va pas payer pour la mosquée, on paye déjà assez d'impôts. Hein. C'est trop dangereux pour nous. Oh, mais imaginez-vous qu'on fasse la mosquée, qu'il fasse sauter les châteaux d'eau. Qui il? Qui il? Il fallait convaincre que ce projet n'était pas un projet nuisible pour le quartier, même si beaucoup s'efforçaient de dire regardez, nos immeubles, nos appartements vont se dévaluer, nos villas vont connaître une dépréciation, il faut combattre ce projet. Donc tout mon rôle en tant que maire de Bron a été de désamorcer ces hostilités,
ces potentiels de refus qui étaient très vifs à l'époque. On savait qu'il y avait un terrain entre deux bretelles d'autoroute qui était vraiment pas du tout la solution. Ça peut pas être là, c'est pas possible. Et donc, avec l'accord du maire, et là il va y avoir des frictions très importantes, hein, on va revenir au dossier du boulevard Pinel. Dès le mois de juin, l'affaire était dans nos têtes, en quelque sorte, et au niveau du dossier entendu. Il fallait qu'on ait un dossier, ce qui fait que c'est seulement le 29 août que je signerai le permis de construire. Moi, j'étais pas à Lyon dans les années 80. J'étais à Montpellier et je travaillais à Marseille. Moi, j'ai le souvenir que l'ambiance n'était pas la construction de mosquées. En écho, on peut dire que les gens qui ont fait ça étaient courageux et avaient une certaine vision de l'avenir. Il y a eu beaucoup d'opposition de gens du quartier qui ne connaissant pas et ne sachant pas ce qu'allait être une mosquée, ils voyaient effectivement, lorsqu'on est dans un quartier pavillonnaire, dans un quartier résidentiel, installer un établissement de cette nature, pour eux, ça allait totalement dénaturer le quartier. Il peut y avoir un risque s'il y a un fou comme un roman qui met un petit pétard. Et ce risque, ce n'est pas que la mosquée soit détruite, ça serait vraiment catastrophique, mais que les châteaux d'eau soient touchés. Parce que le nombre de places de parking était insuffisant, parce que nous empiétions sur une partie boisée. Effectivement, nous allions peut-être abattre 2 ou 3 arbres, et ça. Donc, c'est les raisons qui ont fait que notre permis a été annulé par le tribunal administratif. Si je le résume bien, il s'agit d'un problème de stationnement, d'un problème de château d'eau et effectivement d'une menace de terrorisme que vous avez à juste titre tout à fait souligné. Mais je crois que vous en avez peut-être bien, qui est à savoir le formidable encouragement donné à une communauté dont le fanatisme est parfaitement connu. Et ce jour-là, notre premier permis de construire a été annulé parce que le minaret était trop haut. Ça me rappelait exactement l'ambiance qui régnait au moment de la construction de la grande synagogue de Lyon en 1863, où on avait demandé à l'architecte de ne pas faire une synagogue trop triomphaliste, de façon à ne pas provoquer l'ire des voisins, et que c'était donc cette volonté d'éviter, de contourner l'antisémitisme latent. Climat politique particulier. Il y a le ressac de l'élection de François Mitterrand en 1981, mais ça c'est habituel dans les élections présidentielles. Et à Dreux, le Front National vient de faire un score qu'on déclarait à l'époque historique. Et donc il y a ici et là des commentaires nauséabonds qui sont faits à propos de compatriotes français d'origine, de confession musulmane, et cette mauvaise culture menace de s'étendre. Et en réalité, cette mosquée qu'on nous a présentée comme française est d'ores et déjà dominée par les intérêts étrangers. Son desservant est étranger, son conseil d'administration est étranger, les consuls des États musulmans sont membres de droit. Ce sera un véritable lieu d'exterritorialité soustrait à l'autorité française. Nul ne peut en douter sérieusement aujourd'hui. Souvenez-vous également, il faut en avoir conscience, que on est à l'époque de l'émergence forte du Front National en France. Hein. On se souvient tous, les Lyonnais se souviennent de cette manifestation qui avait été organisée un samedi après-midi avec Jean-Marie Le Pen en personne, faisant converger sur Lyon des centaines de cars de militants qui viennent dire non à la mosquée, à l'islamisation de la société, etc. Et on a l'association des opposants, des riverains du boulevard Pinel, de Bron et de Lyon, qui sont farouchement opposés. Et là, je tiens ici publiquement à leur rendre hommage, parce qu'on a tenté de les récupérer politiquement. Parce qu'à partir du moment où ils ont perdu le combat judiciaire, parce que nous sommes dans un état de droit et parce que c'était des démocrates, eh bien, ils ont rangé les armes. Ça faisait déjà longtemps qu'on avait là
une opposition nourrie avec le Front National et un combat à mener. Donc ça ne pouvait que d'ailleurs nous renforcer dans nos convictions. Et ça a peut-être même aidé ceux qui doutaient un peu de venir considérer que c'était la bonne décision. Le projet, à l'époque, il avait coûté 30 millions de francs. Maintenant, qui a financé le projet? Voilà, l'autre plaque, elle parle du financement. Vous savez, donc, on est dans un pays laïque. Depuis 1905, l'État ne finance pas les cultes, ne finance pas les lieux de culte. On est pris dans une contradiction. D'abord, il y a la loi de 1905, interdiction de financement public, et notamment des collectivités. Et puis, en même temps, politiquement, on dit pas de financement de l'étranger, parce que ça serait l'immixtion de puissances étrangères dans les affaires françaises. Dès que j'ai été ministre de l'Intérieur, j'ai tenu à me rendre dans les principaux pays arabes. La mosquée de Paris était considérée comme étant le représentant des Algériens. Une autre organisation, c'était les Marocains, etc. Et d'autre part, je savais aussi le rôle que jouaient les Saoudiens. Et le fait qu'ils subventionnaient un certain nombre, y compris d'éléments discutables. Et donc, je voulais me rendre sur place et voir ça avec eux et discuter librement. Ce que j'ai fait. Une fois que j'ai obtenu de leur part une certaine neutralité, nous avons pu pousser les choses. Ça n'a pas été très facile, parce qu'au départ, les musulmans étaient organisés en fonction de leurs relations avec les pays d'origine. Et d'ailleurs, souvent, les imams étaient fournis par ces pays étrangers, ce qui pour nous n'était pas tout à fait acceptable. On a mis un certain nombre de conditions, avec des cahiers des charges, avec des engagements qui ont été pris et qui ont été respectés. Nous avons eu un certain nombre de pays qui nous ont aidés, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis et la Turquie. Nous voulions construire une mosquée française, de droit français, et nous la voulions le plus possible ouverte sur l'ensemble de la ville, ouverte sur l'ensemble des musulmans qui composent la communauté musulmane, mais aussi permettre de mieux rayonner et de mieux être un lieu de connaissance et de savoir. La première pierre a été posée en 1992. D'ailleurs, il y a une plaque commémorative qui parle de ça. Donc la première pierre, le début du chantier, c'était en 1992. Elle a été inaugurée en septembre 1994. D'ailleurs, cette année, on va fêter le 20e anniversaire. Le jour de la pose de la première pierre, il n'y avait aucun élu de la ville de Lyon, ni d'ailleurs. La cérémonie demain, sur le terrain du boulevard Pinel, ne sera pas une fête pour tout le monde. Michel Noir, informé de la tenue de cette manifestation après son retour de Rio, n'a pas apprécié cette surprise. Jeudi soir, en conseil municipal, le maire a fait connaître sa position, ferme et définitive. Le maire de Lyon ne sera pas présent à la pose de la première pierre si celle-ci était maintenue dimanche, outre d'ailleurs la discourtoisie de la forme consiste à l'apprendre par la presse. La pose de cette première pierre ne me paraît pas être d'ailleurs la meilleure manière de faire progresser ce dossier dans l'opinion des Lyonnais. Les instructions du maire, et on le comprend, tant qu'il n'y a pas le financement complet, ça n'avancera pas. Notre maire n'est pas physiquement avec nous, mais je sais qu'il est avec nous. Je sais qu'il est dans le cœur de toute la communauté parce qu'il a eu le courage de resigner et de dire cette mosquée, il faut qu'elle se fasse. Et là, il y a eu une opposition frontale, puisque le professeur Lanèche a passé outre. Il a organisé une grand-messe, si je puis employer ce terme, de pose de la première pierre. Et là, nous avons décidé avec le maire de ne pas y être. Aujourd'hui, nous arrivons à la concrétisation de la première pierre que nous espérons être suivie de beaucoup d'autres. Malgré beaucoup de difficultés, je crois que là nous avons un travail de pédagogie important à faire, notamment pour expliquer ce qu'est le rôle d'une mosquée. Une mosquée est un lieu de paix, de sérénité et d'union. Et je crois que chacun était dans son rôle rétrospectivement. Le professeur Lanèche a bien fait, sans doute, de donner cet allant au projet. Et je pense que nous avons bien fait aussi, notamment comme signal donné aux Lyonnais
que nous n'accepterions pas n'importe quoi. Donc à l'époque, il y avait M. Charles Pasqua qui était ministre de l'Intérieur et M. Michel Noir qui était maire de Lyon. Donc ils étaient présents lors de l'inauguration. Et pour la première fois, effectivement, après 1926, après l'inauguration de la mosquée de Paris, le ministre venait inaugurer une mosquée. Il a prononcé un discours fondateur de ce qu'allait être demain l'islam de France. La France a un message qui s'adresse à tous les hommes et qui parle de justice, de tolérance, d'égalité de droits, de dignité et d'émancipation de la personne humaine. Et ni la nécessaire liberté du culte, ni le droit reconnu à la diversité, ni la liberté imprescriptible d'association, ni le respect de la vie privée ne sauraient servir de prétexte à quiconque pour s'affranchir d'une conception de l'homme que la République place au-dessus de tout, puisque c'est son principe fondateur. Moi, je me suis battu beaucoup pour que non seulement l'islam soit reconnu, mais que désormais ce soit non pas l'islam en France, mais l'islam de France. Pourquoi ? Parce que sur les 5 millions de musulmans, à l'heure actuelle, il y en a près de 4 millions qui sont nés en France et qui sont à la 4e ou 5e génération. Ils sont donc non pas des musulmans en France, mais des Français musulmans. Oui, tout justifiait cette mosquée de Lyon. Non, rien n'aurait expliqué que l'on tardât encore à permettre son édification. C'est du domaine de la satisfaction d'avoir été moi-même. C'est d'avoir acté une de mes convictions fortes et d'avoir considéré que dès l'instant où on a responsabilité publique, on doit acter dans ses décisions et dans son action, on doit acter ses convictions, on doit transformer ses convictions. Il y avait une grande fierté chez les musulmans, les promoteurs du projet, parce qu'effectivement, on en parlait depuis 15 ans, 20 ans, et le sentiment, c'est qu'il n'y arriverait jamais. Donc une grande fierté d'avoir mené ce projet à son terme et d'avoir pu le concrétiser avec un bel édifice, un édifice qui soit à l'honneur de la religion. J'ai eu une impression. Et cette impression, c'est une certaine émotion. D'abord parce que c'est un lieu dans lequel on sent la présence de ce qui nous est supérieur. Et puis, dans le même temps aussi, émotion de penser aux efforts qui ont été faits par tant de gens pour en arriver là, et tant de gens qui n'ont pas pu voir le résultat de tous les efforts qu'ils ont faits. La mosquée est, comme on dit chez nous, la maison de Dieu. Et donc elle appartient à tout le monde. Elle vous appartient. De plus en plus, des jeunes viennent à la mosquée. Je vous ai dit, maintenant, la mosquée ne suffit pas. Donc maintenant, les familles viennent pour prier avec leurs enfants pour les fêtes religieuses. Donc il y a beaucoup de musulmans maintenant qui pratiquent, c'est vrai. Je pense que l'islam, c'est vrai que c'est la deuxième religion en France, mais c'est la première religion en nombre de fidèles qui fréquentent les lieux de culte. La mosquée de Strasbourg a été construite grâce à l'exemple qui était à l'exemple qui a été donné par Lyon. On a eu aussi une ville comme Barcelone qui sont venus à Lyon pour s'informer comment a été construite cette mosquée, quelles sont les difficultés qu'on a connues, quelles sont les solutions qu'on a trouvées, etc. Et c'est devenu un lieu d'enseignement, de soutien, mais surtout aussi un lieu où il y a une recherche intellectuelle, des efforts qui sont faits dans ce domaine et beaucoup d'ouverture sur les autres. De ce point de vue, c'est un brillant succès. Et ici, le fait qu'avec le soutien de l'État, avec l'université publique, Lyon 3,
avec la Catho de Lyon et avec le recteur de la mosquée de Lyon, on ait pu accomplir ces premières formations qui concernent des élèves à la fois qui se forment aux faits religieux, les imams qui se forment aux valeurs de la République. Et puis il y a aussi des personnes qui ont envie d'appréhender le fait religieux dans notre pays. Le fait que nous ayons franchi cette étape, remis ces diplômes, montre un exemple tout à fait positif. Et pour moi, de voir qu'il y avait cette reconnaissance d'une initiative locale, hein, on l'avait fait à partir d'ici, sans rien demander à personne, en avançant comme ça, cette reconnaissance m'a fait plaisir. Je pense qu'elle a fait plaisir aux gens qui étaient là. Il y a actuellement un collège qui va devenir un collège qui est en train de devenir un collège sous contrat. Hein. Il faut pour cela qu'il y ait 5 ans de fonctionnement, et c'est ce qui se passe pour le collège à El-Kindi. Et ce collège sous contrat, eh bien, il est porté par la direction diocésaine. Donc, il y a un lien qui a été vraiment intéressant et qui permet à ce collège, eh bien, d'être reconnu au niveau du département, et ensuite permettra d'être financé comme tout un chacun d'un collège sous contrat. Donc, je trouve que c'est un exemple fort pour les jeunes. Donc ces relations sont extrêmement positives et nous essayons chaque fois de travailler ensemble. Le projet, il n'est pas achevé. Donc, dans le projet initial de la mosquée, il y avait un pôle cultuel et un pôle culturel. Donc, faute de fonds, on a commencé avec le pôle cultuel, on a construit la mosquée, et il reste le pôle culturel qui est toujours en projet. Donc, normalement, ici, au niveau de cet espace-là, on va construire un centre culturel. Donc là, on va avoir par exemple un musée d'art islamique, une bibliothèque dédiée aux ouvrages qui parlent de l'islam, des salles de conférences. Notre ambition, c'est d'avoir un institut de civilisation musulmane qui puisse permettre aux musulmans de mieux connaître leur religion, pour mieux la vivre, et aux non-musulmans de mieux connaître cette religion qui, pour eux, pour certains, est une religion étrange et étrangère. Nous avons parlé ensemble de l'Institut culturel musulman, et je pense que c'est un projet qu'il nous faut mener ensemble, faire en sorte, comme nous avons favorisé par exemple pour la religion juive, l'édification du centre Hillel, qu'on puisse demain avoir un institut culturel musulman qui permette d'avoir, je dirais, une approche laïque de la religion musulmane. Moi, je pense que depuis le début, l'État a indiqué qu'il était favorable à cet institut, que c'était un outil de connaissance, un outil de partage, et si c'est un outil de partage, c'est un outil d'apaisement. On disait quand la mosquée a été construite, c'était un acte un peu novateur, un acte de courage dans la société française des années 80. Est-ce qu'on accepte de faire le même acte de courage et le même acte novateur? Et je pense que personne n'a à se plaindre de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Par exemple, on a des instituts catholiques. Et alors, pourquoi il n'y aurait pas aussi un institut musulman? Alors, on le voit avec l'éducation nationale. Donc maintenant, il y a des écoles musulmanes ou un lycée musulman, etc. Comme l'Institut culturel, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et qui est fondamental. Et j'espère que cet institut culturel prendra toute son ampleur et apportera beaucoup. N'oublions pas que nous sommes à Lyon, ville œcuménique s'il en est. C'est ici que les grandes religions monothéistes se parlent et se sont toujours parlé. Donc il y a un moteur qui se fait, et un moteur qui est porteur d'espoir et d'espérance, et je crois qu'il est important, et c'est déjà le cas, que la grande mosquée de Lyon prenne toute sa place dans cette construction de l'islam de France. On a dit, bon, c'est possible et c'est nécessaire. Et on a vu ainsi peut-être se multiplier, d'abord en France, d'autres signatures de permis de construire, de mosquées, on va pas dire de grandes mosquées, mais enfin d'édifices qui avaient une taille telle qu'elle pouvait accueillir toute une communauté. Et donc c'est une sorte de déclic qui fait qu'on trouve maintenant naturel que dans une ville, il y ait 1, 2, 3 mosquées quand il y a une communauté importante. Le multiculturel et le multireligion,
C'est ça qui peut faire évoluer l'homme. On avait dit que le 21e siècle serait le siècle de la spiritualité. Pour l'instant, on s'en aperçoit pas tellement, mais enfin, moi j'ai bon espoir que quand on arrivera à la fin du 21e, eh bien, mes petits-enfants le verront peut-être. J'avais engagé un débat avec le ministre de l'Intérieur qui était le prince Naïef, et nous comparions à la fois des sourates du Coran et des versets de l'Évangile. Et on voyait qu'il y avait énormément de points communs. On s'aperçoit qu'il y a tellement de ressemblances qu'il ne devrait pas y avoir autant de freins et autant d'obstacles. Mais pour ça, il faut vraiment faire tomber ces certitudes et ses propres murs. Une fois qu'on a abattu ces murs, à ce moment-là, on peut voir les autres. La décoration. C'est dans les couleurs. Donc la mosquée de Lyon participe au dialogue interreligieux au niveau de la ville aussi. Des fois, on invite un prêtre, un rabbin avec notre imam pour discuter sur des sujets qui nous concernent en tant que religion monothéiste. Donc il y a un dialogue interreligieux qui se fait au niveau de la ville et la mosquée de Lyon y participe. On a traversé la guerre d'Irak, on a traversé les conflits qui ont existé dans différents endroits. Et à chaque fois, ils ont été au rendez-vous. Par exemple, quand des chrétiens ont été massacrés en Égypte, Kamel Katan, il est venu devant la cathédrale et on a fait une prière avec les Égyptiens. Donc moi, je suis allé prier à certains moments dans la mosquée avec lui. Vous voyez, donc je rentre dans une heure de prière musulmane et j'assiste à leur prière. À l'intérieur de moi, je m'adresse à Dieu comme un chrétien s'adresse à Dieu, mais je suis au milieu de eux et je pense que quand les hommes se tournent vers Dieu, Dieu nous écoute. J'ai eu le privilège de rencontrer dès mon arrivée à Lyon l'imam Bel Hadj El Maafi, qui était un homme extraordinaire, très très proche d'ailleurs de la communauté juive, qui lors de la Seconde Guerre mondiale a protégé les enfants juifs en leur donnant des certificats de religion musulmane, des enfants juifs de la communauté de Saint-Fond. Et c'est ainsi qu'ils ont pu être sauvés des déportations et de l'extermination. Un exemple assez intéressant, c'est le voyage à Auschwitz. L'an dernier, lors de ce voyage, il y avait le grand rabbin, il y avait le recteur de la grande mosquée, il y avait Monseigneur Le Gall également. C'est des moments comme ça qui sont porteurs d'espoir et qui doivent nous appeler à aller encore plus loin, mais il faut qu'on arrive à divulguer ces moments. Et c'est un peu dommage, effectivement, que ça reste trop dans un cercle fermé. Et il y a nécessité de prendre exemple sur ce passé où il y avait tant de liens, d'amitié, de fraternité, pour que les jeunes d'aujourd'hui trouvent les chemins de la paix. Écoutez, à Mostaganem, j'ai vécu une enfance heureuse au milieu de mes frères musulmans, mes frères chrétiens. C'était l'école de la République notamment qui nous rassemblait. Les Mohamed, les Christians et les David se côtoyaient. Il n'y avait pas de discrimination. Il faut que nous essayions, en tant que responsables religieux, justement de faire prendre conscience que nous sommes, à ce titre-là, tous responsables de l'avenir de nos populations, l'avenir de nos fidèles, l'avenir de notre pays. سلام علينا علينا وعليكم سلام عليكم علينا وعليهم الفرح في يدكم في يدنا وفي يدهم الفرح في يدكم في يدنا